Cette voiture derrière moi est une nouvelle voiture pour le président Emmanuel Macron, le président de la France. Voici le tout nouveau fleuron de l'industrie automobile française, la DS numéro 8, ou simplement la DS8, comme on pourrait l'appeler plus simplement. Ils écrivent désormais NO pour numéro en français, mais on peut aussi simplement dire DS8. C'est leur nouvelle approche pour redonner toute sa gloire à l'industrie automobile française, pour rivaliser avec les marques premium allemandes, Audi, BMW, Mercedes, etc. Et également pour contrer les fabricants chinois qui poussent leurs véhicules électriques sur le marché européen. Est-ce que ça fonctionne? Va-t-elle devenir la voiture à l'eau française? On va le vérifier et tester la DS8 pour vous. Je suis Thomas sur AutoGFuel en 4K, plein écran et en intégralité. On y va avec la nouvelle DS8 ou DS numéro 8, avec cette calandre avant éclairée en option. Difficile à voir en pleine lumière du jour. Assez visible la nuit. En option, vous pouvez avoir les phares Matrix LED et ici, les feux de jour sont verticaux. C'est également là qu'apparaissent les clignotants. Différentes finitions sont disponibles. Celui-ci est déjà une finition supérieure appelée étoile. Et non, cela n'a rien à voir avec les toilettes ou quoi que ce soit d'autre. C'est du français pour étoile, une étoile brillante avec une peinture bicolore qui est une option possible. On le voit clairement ici, c'est vraiment très bien fait. On ne ressent pratiquement pas la transition. Pas besoin d'opter pour une peinture bicolore. Nous avons aussi un autre véhicule bleu à exposer. Par exemple, celui-ci s'appelle Crystal Pearl. Et puis, vue de profil. La longueur est de 4,82 mètres ou 190 pouces. Alors, une longueur vraiment conséquente ici. Ça a l'air d'une part d'une berline et d'autre part un peu plus haut d'un style crossover. Un sérieux concurrent pour la Polestar 4, mais équipé d'un coffre fastback. Je vous montre ça très bientôt. Et ces portes arrière, fixées juste à cet endroit, offrent une particularité vraiment intéressante pour l'ouverture. Ensuite, des jantes de 19 à 21 pouces. Ce sont les plus grandes jantes. Et si ce sont les plus grandes jantes de 21 pouces, ce sont donc des jantes forgées. Cela signifie que les jantes de 21 pouces sont plus légères que celles de 20 pouces. Qu'en pensez-vous? Oui, je veux dire, c'est un profil très central et unique. Les poignées de porte ici, au fait, je pourrai bientôt vous les montrer en détail. Elles se replient. Dès que j'ai la voiture en marche et puis elles ressortent de nouveau pour que tout soit allumé, les phares et ainsi de suite. Ça a l'air drôle, c'est sûr. D'habitude, on a la traction avant en version de base. En option, la transmission intégrale comme la version ici présente jusqu'à 350 chevaux. Et les chiffres d'accélération pour les versions à traction avant sont juste en dessous de 8 secondes. Et ici, pour la version à 4 roues motrices, c'est 5,4 secondes. Intéressant, une énorme trappe de recharge juste là. Et voilà, regardez ça. Je pense que je n'ai jamais vu une trappe de recharge aussi grande. Mais bon, elle est manuelle. C'est tout ce qu'il nous faut. Pas besoin de trappe de recharge spéciale. Et ça protège aussi ici de la pluie et de la neige. Alors, ça pourrait être une bonne idée. Et aussi, quand vous tirez le câble d'ici ou de là, ça ne bloque pas, ça ne gêne pas quand ça s'ouvre comme ça, vous voyez. Donc, vous pouvez passer le câble en dessous. La charge AC va de 11 à 22 kW et la charge DC atteint 160 kW en pic. Ce n'est pas excessif. Et le chiffre officiel de charge qu'il publie est de 20 à 80% d'état de charge en moins de 30 minutes. Mais cela signifie que de 10 à 80% d'état de charge, cela prendra plus de 30 minutes. Donc pas super mauvais, mais rien de vraiment spécial, pour ainsi dire. Parlons des batteries pendant que nous jetons un œil à cet arrière très sensuel et inhabituel avec ses applications cristallines pour les feux arrière. Avec son design vertical distinctif, les gens ont immédiatement pensé que c'était vraiment différent, une touche unique et novatrice sur le marché. Voyez ici, les marques DS sont étroitement associées à Peugeot et Citroën, bien sûr. La DS est issue de Citroën, ici le numéro 8, et une vraie plaque en métal fixée là. Un signe intégral ici, la batterie est de 0.0. 97 kWh, énorme. Nous verrons quelle autonomie précise nous obtiendrons. Mon estimation, environ 500 km ou 300 miles en conditions réelles. Le chiffre officiel est de 750, mais ces valeurs WLTP sont souvent exagérées, pas vraiment réalistes. Nous en saurons plus bientôt. La version d'entrée à la batterie. 74 kWh, puis on verra parler des prix. Mon moment fort aujourd'hui, c'est Léa qui nettoie la voiture pour nous
assurant la touche finale afin de capturer les plus belles images ici. À l'avant ici, ce sont des volets de refroidissement actifs. Ils ne s'ouvrent que lorsque c'est vraiment nécessaire. Plutôt cool. Le Six Global est de 0,24, pas mal. Pour ouvrir le capot avant, on tire 2 fois. La pompe à chaleur est en série. Y a-t-il un coffre avant? Non, il n'y en a pas. Mais au moins, on dirait qu'ils ont prévu d'utiliser pleinement cet espace ici. Et on peut remarquer que le capot avant est en réalité assez imposant, principalement bien sûr pour des raisons liées au design. Nous serions curieux d'avoir vos avis sur le design du véhicule. Pour la conduite, il y a une suspension de base pour la version à petite batterie ainsi que pour la finition la plus basique. Ensuite, si vous choisissez la grande batterie associée à la finition étoile, vous bénéficiez automatiquement de la suspension adaptative, ce qui améliore nettement le confort et la stabilité de conduite, qui intègre la fonction de scan actif. Ainsi, lorsque la caméra détecte un nid de poule, elle ajuste la suspension pour l'adoucir, minimisant ainsi les impacts ressentis dans l'habitacle. En mode sport, avec la suspension adaptative, elle se durcit légèrement pour plus de fermeté. Nous allons le tester en conduite très bientôt. Voici maintenant la voiture présidentielle unique en son genre. C'est la voiture que le président Macron a déjà utilisée. Je vais vous montrer pourquoi elle est unique. Tout d'abord, ici, vous pouvez voir sur la calandre le drapeau tricolore ou les couleurs du drapeau français, ainsi que les feux spéciaux ici. Alors un peu à la manière de la police française, mais avec les couleurs tricolores en plus. Et c'est en fait une DS8 décapotable. Vous pouvez voir ici avec la capote souple qui s'ouvre parce qu'il restait toujours debout dans le véhicule et avait ainsi la possibilité de saluer la foule en réalité. Et elle a une configuration spéciale. Et il y a une règle. Nous pouvons montrer l'intérieur, mais je n'ai pas le droit de monter dedans et de saluer car c'est réservé au président. Ici, ces poignées de porte sont directement fixées au niveau du siège, derrière celui-ci, dans un style classique. Parce qu'alors il y a aussi un tissu spécial à l'intérieur pour le rendre encore plus exclusif. Il reste simplement au milieu, se tient fermement, peut faire un signe d'une main tout en se tenant bien de l'autre. À l'arrière, plus de lumière. Vous voyez ici, encore, vous savez, pour attirer l'attention. Alors, très cool. Oh, ici, un autre drapeau là, par exemple, donc partout sur le véhicule, des détails spéciaux avec des drapeaux. Et si vous vous demandez d'où vient l'idée du nom de la marque et de la peinture bicolore, eh bien, exactement de celui-ci. Voici la DS 1969, ou l'ADS comme la DS en français, une voiture vraiment emblématique et intemporelle, un véritable symbole de son époque. Et à partir de cette vouaille, de toute cette idée de luxe, ils ont créé la marque DS en la détachant de la marque Citroën, vous savez, pour en faire une marque indépendante. Et je pense, oui, surtout ici, avec cette peinture très similaire, c'est une belle mise en scène pour voir cette évolution dans toute la marque de l'époque à maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Voici les porte-clés. Là, rien de spécial à part le logo DS. Porte-clés typique Peugeot Citroën. Et là, les poignées de porte, une intégration fluide et discrète. Appuyez pour ouvrir ou en approchant, elles sortent ou rentrent à la fermeture. Et c'est automatique comme option. C'est un peu marrant comme idée. En appuyant dessus, vous pouvez aussi les faire sortir, puis les rentrer à nouveau et ils réagissent comme ça et voilà. Ensuite, ça devient un peu ridicule, mais l'idée est qu'ils sortent automatiquement quand vous vous approchez. Et en ce qui concerne les sons de fermeture des portes, c'est en fait assez solide comme ça, c'est cool. Et puis ici, les poignées de porte arrière, comme je vous l'ai montré plus tôt, sont fixées juste ici et un très beau son de fermeture de porte, donc oui, c'est de la qualité dans la finition des portes. Et en parlant de portes et de finition, regardez ça, tout est recouvert d'Alcantara. C'est magnifique. On voit rarement ça, sauf peut-être dans une Lamborghini Urus. Là, très doux pour le coude, en simili-cuir de haute qualité. Une solution intéressante ici pour intégrer les leviers de fenêtre, et cela donne également une impression de bonne qualité. Étrange ici, pour fermer la porte, on retrouve cette poignée intégrée là. Voyons en fermant rapidement l'éclairage intégré amplifié ici. Voici le système sonore focal optionnel, 14 haut-parleurs pour un rendu vraiment visuel.
Les bas de porte, ce sont en plastique dur avec un revêtement en feutre au fond pour maintenir les objets en place. C'est vraiment cool. Et ici, l'entrée avec un autocollant Powered by ACC car la batterie et les cellules sont faites en Europe. Plutôt sympa. Ensuite, à quoi cela vous fait-il penser dans la forme? Et les gamers old school ayant joué au tout premier Half-Life pourraient facilement confondre ça avec un head crab. Vous savez, ces petits monstres, ils sont sous cette forme, puis ils vous sautent au visage, vous voyez? Genre, ouais, peut-être, vous voyez. Et si vous n'avez jamais joué à Half-Life 1, vous devez penser que ce type est complètement fou. Dites-moi en commentaire si vous avez bien compris. Une forme vraiment très inhabituelle pour un volant. Pourquoi ne pas être unique? Il a un style spécial, non? Et il est superbe dans ce bleu avec cette finition distinctive. Matériaux sans animaux, véritablement haut de gamme. L'amortissement en dessous est bien conçu. Et ici, on retrouve la finition Alcantara, sièges en cuir rouge haut de gamme en version de base. En finition étoile, vous bénéficiez de l'Alcantara avec tissu à l'intérieur ou, si vous choisissez la climatisation des sièges, perforation et Alcantara sur toute la surface du siège. Siège sans matière animale, volant sans matière animale. Volant et siège en cuir véritable avec 1,89 m de taille. Il reste de la place pour la tête, toit panoramique fixe. C'est une option. Vous pouvez choisir un toit normal fixe ou un toit vitré panoramique fixe. Il n'y a pas de teinte spéciale visible. Mais DS affirme qu'ils intègrent une sorte de teinture invisible qui bloque efficacement l'excès de chaleur à l'intérieur du véhicule. Mais nous savons tous que peu importe la technologie appliquée, la chaleur traverse toujours les toits vitrés, quelle que soit la technologie utilisée. C'est simplement un fait, en somme, une réalité évidente. Oui, c'est bien plus visible à la caméra, ce qui est vraiment intéressant à observer en détail. Enfin, on peut le voir légèrement, peut-être comme ça. C'est d'ailleurs ici une fonction intéressante du siège. Donc ici, il y a un bouton pour le massage du siège et il l'appelle les pattes de chat ou le massage à la patte de chat ou peut-être des vidéos vues sur TikTok, Instagram et autres réseaux sociaux. On dit aussi faire des biscuits, comme quand les chats en préparent. Oui, tous ceux qui ont un chat, envoyez-nous des photos absolument et nous les publierons la prochaine fois. Alors, quand vous l'activez, voyons un peu le système d'infodivertissement à ces moments de lenteur. Prenons un dipôle. Maintenant, activez le massage patte de chat et je dois vraiment dire c'est vraiment bien. C'est simple massage de siège qui utilise juste la fonction lombaire. Et puis, il y a cela un peu comme un massage classe S ou similaire. Ici, on retrouve ces points individuels bien distincts. Et vous pouvez vous laisser aller à rêver et penser que ce sont de petits chatons qui font comme des biscuits sur votre dos, vous voyez? Donc, c'est vraiment bien et c'est point. Très confortable. Et oui, pourquoi ne pas utiliser cette fonction pat de chat pour se relaxer? Et c'est important de mentionner ici un autre contrôle de qualité. Je baisse les vitres. Et ensuite, on peut voir ici, nous avons la stratification à l'intérieur. Et ce n'est pas seulement pour l'avant. Quand on abaisse les vitres arrière, on le constate clairement ici. C'est vraiment très prometteur pour l'isolation phonique et le confort. Bienvenue dans ce cockpit vraiment exceptionnel et unique. Les points forts, comme je l'ai déjà mentionné, sont sans aucun doute les sièges. Observez cette superbe structure, sa perforation élégante et sa finition soignée. Moelleux aussi, vraiment très agréable. Et ici, voici la particularité. Un système de chauffe-nuque intégré dans un véhicule fermé. Alors, d'habitude, on connaît ça des cabriolets, mais ici, tu peux en fait activer 3 niveaux de chauffage du cou dans le système d'infotainment. C'est une particularité très spéciale et, ouais, plutôt inédite. Ensuite, tu peux voir ici l'unité redimensionnée et agrandie de l'écran central. L'unité de climatisation reste libre à cet endroit, offrant un contrôle indépendant pour le conducteur et le copilote. Ensuite, vous complétez avec le reste au milieu. Ici, on a également un bel Alcantara sur le tableau de bord. Ici, ces bouches d'aération intégrées, un design très épuré, puis cet aspect aluminium brossé. Et sur le dessus du tableau de bord, c'est également en matière souple, en fait. Ils ont vraiment pensé à tous les matériaux, sauf la boîte à gants. Il se replie de façon fluide, c'est bien, et il y a en fait beaucoup d'espace là. Intéressant, cette console centrale flottante. Et puis, il y a cette disposition graphique en plus.
C'est aussi un support de charge inductive avec un revêtement en microfibre, comme dans une Tesla par exemple. Ceci permet de choisir les modes de conduite. Vous entendez aussi, c'est un bon retour sonore. Pas besoin de confirmer sur l'écran, vous pouvez passer d'un mode de conduite à l'autre directement depuis là. C'est donc très pratique pendant la conduite, vraiment. Et ici, sur le côté droit, en correspondance, se trouve le contrôle du volume, par exemple, pour le passager. Et ici, c'est vraiment doux, regardez comme c'est agréable. C'est superbement réalisé juste devant le levier de vitesse. On le connaît aussi des véhicules Peugeot, et ici, vous pouvez replier ça et avoir un porte-gobelet central et la partie supérieure qui n'est pas ajustable, mais en tirant vers le bas comme ça, c'est aussi très doux et moelleux pour vos coudes. J'adore qu'ils aient prêté attention à ça et ils ont l'ouverture divisée. Ce n'est pas couvert ici, un petit espace pour ranger et j'ai réussi à filmer ça plus tôt pour vous ou Léa, elle a réussi à le filmer plus tôt pour vous ici. À l'avant, vous pouvez aussi entendre ça. Vous pouvez ouvrir ou fermer le refroidissement. Pour cette boîte centrale, ici, et c'est bien sûr très pratique de garder ça. Ouais, t'as déjà la vidéo. Ouais, j'ai assez manipulé ça, mais c'est super de pouvoir refroidir des trucs, surtout en conduisant. Et ici, c'est soit en dessous de la console métallique volante, comme un espace fermé. Glissez ça pour l'ouvrir, deux chargeurs USB-C, plus d'espace ici et des portes-gobelets. Ils sont adaptatifs, mais je ne suis pas sûr qu'ils les utiliseraient vraiment. Peut-être le passager, mais je vois des boissons renversées parce que vous mettez quelque chose dedans et puis vous le soulevez comme ça et ce n'est peut-être pas la meilleure idée de mettre des porte-gobelets dans la partie inférieure, mais au moins vous en avez aussi ici en haut, peut-être pour stocker des boissons pour plus tard ou quelque chose comme ça. Et si vous constatez que vous ne pouvez pas vraiment utiliser ces porte-gobelets à l'avant, alors vous pouvez simplement vous faire plus de place en mettant ça ici et ensuite donner ça aux enfants pour qu'ils puissent jouer à Batman ou quelque chose comme ça. Et quelles autres commandes directes hors écran avons-nous ici? Tout en bas, vous trouvez les feux de détresse. Ici, c'est un raccourci pour accéder aux fonctions du véhicule, mais voyez, tout est regroupé sur un seul niveau. Et vous avez la température maximale et minimale, par exemple. Oui, la plupart du temps, vous utiliserez les fonctionnalités sur l'écran. Et nous avons ce rétroviseur numérique là, soit comme ça. Bonjour, ou alors ici avec la caméra, parce que la vue vers l'arrière est, ouais, pas très large. Au fait, là, vous voyez Léa. Je peux ouvrir et fermer le coffre d'ici. Et cette caméra est fixée sur le haillon. Voilà là où elle est fixée. Oh non, on peut voir le soleil. On peut aussi la refermer. Et là, nous avons de nouveau notre mouvement de caméra qui redescend. Et voilà. Ici, en vue du conducteur, notre design de Gordon Freeman avec le head crab de Half-Life. Il serait sans doute très effrayé en ce moment. À gauche, vous avez les commandes du régulateur de vitesse. Et du côté droit, pour le volume, on retrouve ici ce célèbre design innovant à un seul bouton par contre. Derrière cela se trouvent les pédales pour régler les niveaux de récupération, à droite et à gauche. Et il y a un bouton ici au centre, c'est donc pour la, comme celle-ci, conduite à une pédale et pour le freinage régénératif. Très intéressant. Voici les instruments numériques, lisibles, le design est modifiable. Ici, vous pouvez également afficher l'autonomie ou alors la consommation moyenne. Et vous faites cela ici avec votre doigt droit sur cette colonne. Ce qui est également intéressant, c'est la vitesse numérique située au centre de l'écran, ainsi que la possibilité de modifier les modes de récupération, comme je l'ai déjà mentionné. En bas à droite, les flèches vous indiquent si la conduite à une pédale est activée ou non. Ce mode est conçu pour être sûr et fiable, et il ne scintille pas dans la réalité, c'est uniquement dû à la caméra ici. De plus, l'affichage tête haute vous fournit également les informations de la carte en temps réel. Je suis content que ce soit le format horizontal, car le système d'infotainment tient parfaitement dans notre cadre ici. Et ici, pour contrôler le climat, au moins c'est toujours là. Et puis c'est l'un des modules climatiques les plus complets, par exemple, où tu peux aussi activer la climatisation arrière et ainsi de suite. Et le chauffage des sièges ainsi que leur refroidissement, par exemple. Tu as aussi ce menu principal où tu peux activer ou désactiver la ventilation du cou, plus chaud par exemple. Et là, par exemple, les réglages d'énergie. Tu peux voir ici aussi l'affichage de la batterie.
La voiture paraît un peu différente ici, non? Mais le truc, c'est que ce n'est vraiment pas si rapide. Alors, je m'attendais à un système info-divertissement plus véloce. Franchement, c'est le GPS interne de la voiture. Ouais, et parfois, il y a aussi des fonctions qui nécessitent un peu plus de temps pour s'ajuster correctement. Donc, globalement, il doit être plus réactif. Et ici, le GPS interne de la voiture fait aussi le calcul des arrêts de recharge quand on indique une destination. C'est l'intégration CarPlay avec Google Maps, Home CarPlay Mania. Et si vous utilisez Apple Maps dans CarPlay, cela peut également être affiché sur cette partie du côté du tableau de bord de la voiture. Cela peut être soit le GPS interne de la voiture, Apple Maps dans CarPlay ou Google Maps dans Android Auto. Et très important, désactiver l'avertisseur sonore de vitesse ici. Vous pouvez aller dans le menu désactiver l'avertissement de vitesse excessive. Une autre chose, généralement lorsque vous éteignez le véhicule, il se réactive. Cependant, maintenant, l'astuce est ici, le bouton raccourci du véhicule. Appuyez et maintenez le bouton « Point » et tout s'éteint immédiatement. Passons maintenant aux sièges arrière. Pour commencer, le détail le plus élégant, les portières arrière entièrement recouvertes d'alcantara à l'intérieur. Et ici aussi pour vos coudes, un revêtement en simili-cuir très doux, donc très bien conçu. Encore ce système sonore focal ici. Boîtier rigide et pièces en plastique. Sur la porte arrière, un revêtement en feutre en bas, histoire d'éviter que les objets ne volent trop partout dans l'habitacle, ce qui est plutôt pratique. Les sièges sont entièrement en alcantara, avec des perforations, et sont équipés de chauffage et de ventilation intégrés. Isofix est intégré en bas avec ses fermetures éclairs pratiques pour les dissimuler si vous n'en avez pas besoin, et vous pouvez replier ça ici. Porte-gobelets. Oui, ils sont plus ou moins basiques, mais ils ont une belle finition en alcantara. Voici la trappe à ski séparée. Je vais aussi vous la montrer très bientôt depuis le coffre. Et puis, nous avons une unité climatique séparée ici, dans la partie inférieure. Cependant, peut-être est-ce dû au tout premier modèle fabriqué, mais elle n'est pas très réactive aux commandes. Chauffage et refroidissement des sièges, comme dit. Problème avec la commande, j'espère qu'ils la mettront à jour avant livraison. Même le sol passe par ici, mais il y a des tapis individuels à retirer. 2 chargeurs USB-C, un chargeur 12 volts et un petit compartiment. Ouais, et en plus, c'est déjà un véhicule assez long pour l'espace qu'il propose. Je suis en train de conduire, tu vois bien, il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes ici. Côté design, ils ont opté pour un capot plutôt long. Ça a limité l'espace pour les jambes, mais ça reste pratique pour les grands. Pour l'espace de la tête, c'est ici avec ce toit vitré fixe, comme ça. Oui, il reste un peu d'espace pour 1,87 m. Ça convient aux adultes de grande taille, mais c'est pas très généreux en place, soyons clairs là-dessus, vraiment. Le banc est assez court, comme vous pouvez le voir. Ici, une Alexa est en l'air. C'est un problème commun à presque tous les véhicules électriques, peu importe la marque. Un plancher surélevé à cause de la batterie, ce qui positionne les genoux plus haut, comme ceci. Et généralement, comme dans une voiture à moteur thermique comparable, mes jambes seraient plutôt à plat sur le sol, vous voyez? Et voilà les limites ici, pour ainsi dire. Du côté positif, la qualité des matériaux que vous ressentez vraiment, ici aussi, c'est plutôt cool. Et du côté négatif, l'espace reste un peu limité pour la longueur totale. Le coffre, quant à lui, atteint les 620 litres. Voyons ça juste ici. Vous avez cette ouverture rapide et particulièrement large, d'environ 1 mètre ou 40 pouces de largeur. On peut facilement le poser à la verticale. Juste à l'avant, vous pouvez le plier ainsi pour y ranger les câbles de manière pratique. Pas trop grand. La longueur normale fait environ 1,20 m ou 43 pouces. La longueur totale, voyez, j'ai plié 2/3 et la partie centrale se replie aussi. Donc les deux sont possibles. Et puis ici, on arrive à une longueur de 1,88 m ou 74 pouces. Donc c'est vraiment assez long en fait. Et on peut aussi sortir celui-ci ici, celui-ci et celui-là, puis on le soulève tout simplement. En fait, c'est assez facile. Et là, tu peux voir toute l'étendue de cette partie du coffre. Tu peux vraiment l'utiliser comme un break. Ici, la hauteur mesurée est d'environ 28 pouces, ce qui correspond à 72 cm, rien de plus. Donc très pratique. Au fait, au cas où tu te demanderais, ici, ces éléments dépassent encore et tu peux clairement sentir que ce sont en réalité des haut-parleurs. Sinon, je veux dire, ça peut gêner quand tu charges ou décharges des objets très encombrants.
Mais comme ils font partie intégrante du système son, ils pourraient vraiment renforcer le côté cool de la qualité sonore. Commencez à piloter la DSA, le fleuron de l'industrie automobile française. On va enchaîner avec différentes manœuvres, commençant ici en ville pour aller bientôt sur l'autoroute. Faites quelques accélérations sur l'autoroute. Vous pouvez constater que je maîtrise déjà ce volant très particulier et c'est assez déroutant de s'y habituer dans cette configuration totalement inédite. Ça ressemble par la manière de le tenir à un volant de Formule 1. Mais oui, bien sûr, ça me rappelle toujours les head crabs de Half-Life. On pourrait aussi penser à faire ça. Ça ressemble plus à un volant normal, honnêtement. Je ne suis pas sûr que ce soit idéal dans cette situation. Oui, on peut faire une première petite accélération, genre de 40 à 70. Tiens-toi bien. C'est déjà fini. C'était sympa, vraiment très rapide. Oh, la Tesla Model 3 derrière nous tente de suivre, mais évidemment, tout dépend de sa version. En mode sport, la suspension est également un peu plus ferme. Tu sais, on en a déjà discuté ensemble. On a les jantes de 21 pouces sur ce modèle. Et bon, ça dépend, c'est-à-dire que quand il y a des nids de poules et tout ça, même là, tu le sens encore devenir un peu rugueux. Les ondulations de la route sont parfaitement absorbées par la suspension sans effort apparent. Et même avec cette suspension active censée adoucir les chocs, les nids de poules restent toujours aussi désagréables. Et ils sont rudes avec des roues de 21 pouces. C'est inévitable. Donc, moins de confort à cause des grandes roues. Oui, on ne peut pas vraiment le nier. La réaction de la direction est en fait plutôt cool. Ça semble naturel. Pas besoin de trop tourner le volant, donc c'est vraiment bien. Bien sûr, quand on conduit un peu plus sportivement, c'est aussi bien que la suspension soit un peu plus ferme, que la voiture ne tangue pas trop à cet égard, en fait. J'ai mis la récupération assez basse et je la module avec la pédale de frein. Je me demande comment ils ont obtenu l'homologation alors que d'autres constructeurs disent ne pas pouvoir utiliser le mode dernier. Eux ont dit peu importe le mode, cela fonctionne comme le dernier mode. Je me demande comment ils ont réussi. Je ne suis pas sûr de qui a tort parmi eux maintenant. Oui, très intéressant, clairement ici dans les espaces restreints. D'ailleurs, on ressent bien que c'est un véhicule plutôt large et encombrant. Et nous avions certains véhicules encore plus grands qui ne semblaient pas aussi encombrants. Le dernier test en date d'un grand véhicule électrique, par exemple, c'était la Mercedes EQS. Et celui-là mesurait 5,22 mètres, alors que là, on est à 4,80 mètres ou 4,82 mètres. Et honnêtement, l'EQS, avec sa direction à l'essieu arrière et sa manœuvrabilité, semblait plus compacte. Pourquoi est-ce le cas? Ici, vous avez un rayon de braquage relativement grand. Donc, lorsque vous tournez simplement les roues au maximum, vous avez l'impression de conduire un camion, vous voyez, ce n'est donc pas la meilleure chose. Si on le compare à la VW ID.7, qui est un concurrent direct de celui-ci, bien sûr, l'ID.7 est bien meilleure en termes de maniabilité. Elle n'a pas non plus de direction sur l'essieu arrière, mais elle n'en a pas besoin car l'angle des roues avant peut tourner suffisamment. C'est vraiment très large et ici, c'est tout simplement impossible. Du moins, pas dans cette version à 4 roues motrices. Mais encore, songez que l'autre version est une traction avant. Alors qu'avec l'ID.7, vous avez la propulsion arrière de série. Et en gardant la propulsion arrière, vous conservez aussi les roues avant plus maniables. Akuma Kia EV9. Akuma. Oui, Akuma, That's c'est from comme on dit en Germany. allemand. Et regarde, Yao, tu comprends ce que je veux dire. C'est parti, sympa dans les virages, vraiment cool. Et l'accélération en sortie, une transition fluide et plutôt agréable. Et ici, passons en revue les modes. Et la direction en mode confort, qu'en est-il? Plutôt légère, c'est toujours drôle de voir comment l'IGA est secoué. En mode sport, vous avez plus de résistance. Dans la direction, c'est certain. Oui. Alors, faisons une accélération de 50 à 80. Oui, c'est vraiment super avec la 4x4 ici. Ce que j'ai tendance à ressentir de temps en temps, d'ailleurs, c'est lors d'une forte accélération ou aussi quand vous roulez presque à l'arrêt en freinant, puis en accélérant lentement, je ne suis pas sûr. Parfois, on sent une sorte de friction.
comme si on était presque en train de caler un moteur à combustion, un peu comme ça. Je ne suis pas sûr d'où ça vient, mais je le sens vraiment. Et là, de retour en mode normal, c'est probablement comme le point. Juste milieu agréable et équilibré, pour ainsi dire, et ici vers le prochain rond-point. Je veux dire, on s'habitue un peu à la direction, mais je ne dirais pas que cette forme et la façon de tenir le volant sont les plus ergonomiques ou les plus naturelles. Ouais, je ne suis pas sûr. Certains aiment bien cette direction, mais moi, je ne la recommande pas. Ça peut paraître cool pour certains, je ne pense pas, mais bon, ce n'est bien sûr pas la façon la plus sûre. La manière la plus sûre est toujours 3 heures, 9 heures. À cet égard, ce que l'on peut déjà dire maintenant, c'est qu'à 80 km à l'heure, soit 50 miles à l'heure, c'est très silencieux, du moins à ces vitesses ici. Nous allons bientôt rejoindre l'autoroute. Une double isolation pour les vitres avant et arrière, ce qui vous procure une sensation de sophistication. Les choix de matériaux à l'intérieur, cette ambiance apaisante et sereine, ainsi que la longueur et l'empattement du véhicule vous procurent une sensation incroyablement sophistiquée. C'est en effet ce qu'ils ont réussi ici. Donc, quand on pense aussi aux autres modèles français qui sont à des prix inférieurs, tous, évidemment, ils parviennent à incarner ce statut de fleuron de l'industrie automobile française car ils roulent de manière plus sophistiquée que les autres, certainement, et puisque les constructeurs automobiles français ne se sont jamais vraiment concentrés sur les moteurs à combustion les plus puissants, ce véhicule électrique l'élève également à un autre niveau, tu vois, parce que maintenant, ils ont une accélération impressionnante directement et ils n'ont pas besoin de V6 ou V8 pour ça. Donc il peut aussi rattraper ce retard en termes de performance. Oui, sur la route aussi, d'une certaine manière, il tient globalement ses promesses, avec quelques exceptions, bien sûr, on en a déjà parlé. Oui, dans le rond-point, je me demande bien quoi faire avec mes bras et mes mains. Tu sais, je pense que ça a l'air un peu bizarre. Alors oui, la forme du volant. Ouais, peut-être que l'ingénieur était tranquillement en train de concevoir ce volant quand soudain, d'une autre dimension, un headcrab a fait irruption dans le bureau d'ingénierie, a sauté directement sur la tête de l'ingénieur et là, ce dernier s'est immédiatement exclamé: «Je dois absolument créer un volant en forme de headcrab. Je pense que ça doit être comme ça, tu vois? Ouais, je crois que j'ai posé la question au gars de DS à ce sujet. Ce que j'adore dans cette voiture, c'est sa sophistication, cette conduite calme et sereine, et aussi avec le système, je pourrais tout à fait imaginer qu'on parte ensemble en voyage sacré avec celle-là. Alors, les sièges à l'avant sont très confortables. Si on a trop chaud, s'il fait trop chaud ici, on peut activer le refroidissement des sièges. S'il fait froid, on active le chauffage des sièges, compatible avec ces surfaces Alcantara sophistiquées. C'est une vraie voiture de conducteur. Je conseille à Emmanuel Macron de la conduire lui-même ou de se faire conduire. Vous avez peut-être vu cette version spéciale où ils ont créé cette voiture en version cabriolet pour le président. Oui, point. Mieux vaut la conduire. Elle roule bien, très confortable à l'arrière. Vous avez vu qu'il y a cette limitation. Ce n'est pas très spacieux à l'arrière, alors je dois le dire. Et la suspension. Elle est plutôt correcte, mais les roues de 21 pouces, je n'en suis pas vraiment fan. Elles réduisent le confort, surtout quand on passe sur des nids de poules ou des routes abîmées. Une autre question est comment ça conduit sur l'autoroute? C'était genre de 15 à 115 km à l'heure. Une accélération vraiment agréable. Ouais, donc de bonnes performances. Oh, c'est comme si la Hyundai i30N produisait ce plop 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 à l'échappement. On n'a pas ça ici, c'est un peu dommage. Je pense qu'on pourrait probablement battre celui-là en termes d'accélération. Et maintenant, on fait un peu de conduite sur l'autoroute. Alors, mettons-le à une vitesse standard d'autoroute de 100 km à l'heure, 16 miles à l'heure, et c'est toujours assez silencieux, je dirais. Nous y voilà, mode sportif activé. Voyez quand la route est plate, on sent une différence par rapport au mode confort, au niveau de la suspension. C'est surtout utile pour les nids de poules. Mais sur l'autoroute, c'est vraiment un bon véhicule agréable, toujours silencieux.
Voyons ce qui se passe quand on active le régulateur de vitesse. Je peux le configurer ici, directement sur le volant. J'ai genre un retour ici, au moins. Et maintenant, l'assistance de voie est active. L'autoroute fait une légère courbe à droite. Voyons comment ça se passe. Donc, s'il y a quelque chose comme « Oh, est-ce que c'est une Corvette ?» Regarde ça. Ça a toujours l'air cool comme avec la C-Sept, je crois que c'était ça, avec les 4 sorties d'échappement. Quelques petits ajustements sur la direction, mais rien de vraiment marquant, très sophistiqué au niveau des systèmes d'assistance qui semblent bien intégrés. Pour l'instant, tout va bien, on a un détecteur d'angle mort intégré. Peut-être que ce GLC va nous doubler. Alors on peut... Oh, point. Radar. Donc on devrait vraiment respecter la vitesse ici. Oui, probablement que le GLC va nous dépasser maintenant. Oh, il y en a un autre. C'est genre, point. Voilà, oui. Le triangle rouge dans les rétroviseurs, c'est bien pratique pour l'angle mort. Donc tout ce dont on a besoin. Au fait, je vois bien ces fils chauffants dans le... Oh oui, attends, Siri, désolé pour ça. Je vois les fils chauffants dans le pare-brise avant. Et ouais, Léa conduit des Ford depuis des années et ils ont toujours ça. Elle ne le remarque pas vraiment, mais je vois toujours ça et ça me dérange un peu. Fou, tu vois, ça, c'est une super fonction, mais il y a aussi ces mêmes fonctionnalités avec une feuille dans le pare-brise comme VW là dans la Golf par exemple. Je préférerais celle-là puisque je ne vois pas les fils individuels, comme pour celle-ci. Oui, mais jusqu'à présent, Motorway fonctionne vraiment bien avec celui-là, avec une conduite sportive et des virages dynamiques. Voyons comment il s'en sort là-bas. Je veux dire, j'ai déjà ma position de volant de Formule 1. Ici, comment je tiens tout. Voyons comment il se comporte maintenant dans la forêt sombre et les virages. Voilà. Bonne tenue de route centrale. Les sièges nous maintiennent bien en place, c'est plutôt sympa, un excellent soutien latéral. Une belle courbe en S. Elia se tient ferme, un petit coup de frein, centre bas. On sent vraiment le poids de l'électrique qui accélère. Une transition fluide, c'est super cool. Est-ce que tu t'amuses aussi? Ouais? Ouais, quand Léa s'éclate, c'est vraiment le meilleur indicateur. Tu sais, des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. J'ai entendu quand j'ai parlé avec un ingénieur de BMW à ce sujet. Genre quand tu as mal au cœur en voiture et quand ça n'arrive pas, il m'a en fait dit que c'est une question de fréquence comme en position verticale vers le bas. C'est vraiment fascinant. Chaque voiture possède une fréquence propre, influencée par la suspension, roues, sièges, etc. Et ça dépend si ça correspond bien à votre fréquence, à votre ressenti personnel. C'est vraiment très intéressant. C'est très individuel en effet et c'est vraiment sympa. C'est un excellent croiseur, très agréable. En même temps, il se débrouille bien dans les virages. Donc, point. Ouais, je veux dire, la question est vraiment, est-ce que tu veux payer le prix dont on va parler pour ce véhicule par rapport aux autres concurrents? Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que cette voiture offre beaucoup de sophistication. Et oui, en termes de conduite, elle mérite assurément, et sans l'ombre d'un doute, d'être le fleuron de l'industrie automobile française. Maintenant, deuxième test important ici avec la version à traction avant uniquement, grosse batterie, traction avant uniquement et démarrage ou arrêt lent sans friction. Pourquoi ça? Cette sensation de friction que vous ressentez provient du moteur électrique arrière sur la version à 4 roues motrices. Ce n'est pas le cas dans la version à traction avant, donc c'est un point très important. Cela dépend de votre sensibilité aux choses qui se passent dans la voiture et si vous avez besoin de l'accélération propulsée par les 4 roues. Mais si vous voulez l'expérience la plus douce avec les moteurs électriques, alors ce serait plutôt la version à traction avant pour vous, honnêtement, parce que vous n'avez pas cet effet. Ce n'est pas quelque chose que vous ressentez vraiment fortement. Mais quand vous êtes un passionné d'automobile et que vous avez un bon ressenti de ce qui se passe dans le véhicule, oui, avec la traction avant, tu as moins de puissance, 7,8 secondes contre le chiffre de l'exévation, mais elle reste très réactive. Tu vois, c'est ça qui compte. La deuxième différence, c'est qu'ici, on a les jantes de 20 pouces. Donc c'est un peu mieux en termes de confort grâce aux roues. Cependant, comme c'est la finition Palace, elle n'a pas la suspension adaptative ici. Nous avons moins de modes de conduite disponibles, seulement éco, normal et sport. Cela ajuste la direction et la réponse de l'accélérateur, mais pas la suspension, car elle n'est pas adaptative ici. La conduite est clairement différente, c'est indéniable.
et même plus rude, je dois vraiment le dire. La suspension adaptative est donc tout à fait logique. Avec les pneus plus petits installés ici, c'est en fait bien mieux pour absorber les nids de poules. Cependant, point. À part les nids de poules, quand on a ici une route inégale et que la voiture commence à trembler, c'est une sensation plus directe ici. Donc, si vous voulez quelque chose de plus sportif, plus dans le style de conduite d'un modèle IG ou modèle 3 de Tesla que certains préfèrent, mais que d'autres trouvent peut-être trop rude, cela ressemble davantage à la suspension de base. Pour ma part, je préfère la suspension adaptative, plus apaisante pour le véhicule. La voiture reste parfaitement droite, même lorsque la suspension est pleinement active en dessous. Et ici, c'est plus comme si vous étiez avec la voiture dans ce qui se passe, vous voyez? Donc, suspension adaptative et jantes de 20 pouces. Avec des jantes de 19 pouces, c'est pas possible dans le configurateur. Ça dépend du marché, mais souvent, les finitions haut de gamme ont les plus grandes jantes. Oui, donc ne prends pas les plus grandes jantes et la suspension adaptative. Je pense que c'est la meilleure combinaison globale pour le confort. Et ici aussi, équipé avec les sièges en simili-cuir haut de gamme, version standard Palestrine, avec un magnifique intérieur bleu. Ici, un mélange de blanc avec ça. Oui, tout doit être propre. Et ils sont aussi très confortables. L'ergonomie des sièges reste la même, très confortable. La seule différence survient quand il fait très chaud en été. En optant pour l'Alcantara avec l'option de refroidissement, vous profitez de sièges constamment frais, ce qui optimise votre confort et votre flexibilité au quotidien. Comme par exemple la fonction climatique, vous voyez, donc si vous habitez dans une région chaude et surtout quand vous choisissez le toit vitré, ça peut vraiment chauffer à l'intérieur très rapidement. Oui, mais les deux sont vraiment bien. Pour la différence, on peut accélérer de 20 à 60 km par heure avec la traction avant. Flop, c'est tout. Je veux dire, c'est quand même pas mal, peut-être même mieux pour les passagers, car on ressent moins de force appliquée directement. Oui, la 4x4 accélère plus fort, mais celle-ci est vraiment plus fluide. Même si le moteur arrière peut être désactivé sur la version à 4 roues motrices, la simple traction avant conservera toujours un léger avantage en termes d'efficacité énergétique. Ce véhicule propose donc des fonctionnalités uniques vraiment impressionnantes. Cependant, certains éléments ne sont pas des plus pratiques à manipuler. Mais qu'en est-il du prix? C'est un aspect très important. Donc, il commence en dessous de 60 000 euros, le prix de référence en Allemagne par exemple, pour la petite batterie, la finition de base. Mais si vous optez pour la grande batterie, la transmission intégrale, une finition Alcantara de luxe avec des sièges stylés, en poussant les options au maximum, vous dépassez déjà les 80 000 euros. Alors, les gens se demandent, pourquoi ne pas choisir une Audi, une BMW ou une Mercedes à ce prix-là? Vous savez, c'est ça le truc. Cependant, celui-ci est aussi un produit essentiellement européen. Bien que ce soit le fleuron de l'industrie automobile française, il est fabriqué en Italie. Mais ce n'est pas non plus une chose inhabituelle parce qu'ils ont des usines partout dans le monde. Tous les constructeurs, l'industrie automobile française, pas nécessairement partout dans le monde, mais principalement en Europe, bien sûr. Alors, pourquoi pas, si c'était vraiment le meilleur plan, qu'il en soit ainsi. Mais c'est vraiment une approche plutôt cool d'essayer de tout rendre aussi localisé en Europe que possible, mais le prix pourrait poser problème. La question est, achèteriez-vous ici la GS8 pour plus de 80 000 euros? Dites-le moi dans les commentaires. Pour les taux de leasing, on verra bien comment ça se passe. En ce qui concerne l'efficacité, notamment l'autonomie réelle, un petit mot sur les sièges de base en simili-cuir haut de gamme. Ils sont extrêmement confortables, mais pendant l'été, avec le toit en verre, l'intérieur de l'habitacle peut vraiment chauffer et devenir assez collant, ce qui est un peu désagréable. Avec l'Alcantara et la climatisation des sièges, c'est vraiment la meilleure option. Vous êtes toujours dans la meilleure zone de confort pour votre corps. Ensuite, parlons de la consommation et de l'autonomie réelle. Aujourd'hui, il faisait environ 22 degrés Celsius et même plus chaud avec des températures atteignant 27 degrés et plus. Alors, oui, c'est environ entre 70 et 80 degrés Fahrenheit. Et ça ne pose aucun problème pour les véhicules électriques. C'est surtout un problème quand il fait vraiment froid. Nous avons donc réalisé 2 tests pour mesurer l'efficacité. Ici, dans la région frontalière franco-suisse, on ne peut pas rouler trop vite de manière générale. On a conduit dans diverses situations
monté la colline un jour, puis redescendu le lendemain pour varier la topographie. Et pour le deuxième test, on a fait 100 km par heure, 60 miles par heure sur autoroute. Et dans les deux cas, on avait à peu près la même consommation moyenne qui était de 18 kWh pour 100 km, soit 3,5 miles par kWh. Cela signifierait ici, pour la grande batterie de 97 kWh, une autonomie sur route de 540 km ou 335 miles, ce qui, bien sûr, semble assez impressionnant. Peu de voitures peuvent en faire autant, mais dans des conditions optimales et à vitesse élevée, comme sur l'autoroute allemande par exemple, ce n'est pas le cas partout bien sûr, tous les pays n'ont pas de vitesse illimitée sur autoroute. Je serais curieux de refaire le test sur l'autobahn à 130 ou 140 km par heure avec moins de chaleur. Et ensuite, je pourrais vous en dire plus à ce sujet. Ce qui est clair, c'est que d'autres véhicules électriques sont bien plus efficaces dans ce genre de conditions. Mais si les conditions sont bonnes et que vous roulez à une vitesse modérée, ce nouveau véhicule électrique de DS peut offrir une autonomie électrique vraiment impressionnante. Cela fonctionne très bien, mais cela donne l'impression que, par rapport aux concurrents, ce n'est peut-être pas le VE le plus efficace, mais certainement pas trop mauvais. C'est donc la première conclusion que nous pouvons tirer de cet aspect de l'autonomie. Et la question finale reste, est-ce un digne fleuron de l'industrie automobile française? J'en ai déjà parlé en conduisant, donc côté conduite, c'est certainement le cas, et aussi à l'intérieur avec les matériaux utilisés qu'ils utilisent, par exemple, surtout dans cette finition Edgewall avec l'Alcantara, encore plus d'Alcantara partout que n'importe qui d'autre. C'est vraiment sympa. Ce véhicule a des éléments qui ressortent bien. Cette voiture se distingue clairement par son unicité, son style plus raffiné et des matériaux nettement plus haut de gamme que ceux des autres modèles français actuellement disponibles sur le marché. Et même, vous savez, en termes de prix, elle se place juste derrière. L'autre chose, c'est le combat contre les Allemands et aussi contre les constructeurs chinois émergents. La question est, bien sûr, c'est toujours la question, quelle voiture choisir pour la comparaison? Et on a déjà abordé les prix à 80 000 € pour la voiture dans son état actuel. Alors l'air se raréfie, comme on le dit souvent en Allemagne, Luft wird dünn. C'est la traduction exacte. On pourrait se dire, pourquoi pas une BMW ou une Mercedes? Ouais, ils ont aussi leurs défauts. La Mercedes CLA, par exemple, avec point. Seulement 2 leviers de vitre au lieu de 4, c'est un peu bizarre, tu vois. Certaines BMW n'ont pas l'intérieur des portes en feutre, par exemple. Tu pourrais aussi avoir ces arguments. On parle également des taux de leasing, etc. Mais cette voiture a bien sûr aussi quelques éléments qui sont un peu plus étranges, comme la forme du volant ou encore le système d'infodivertissement assez lent. Aussi, la manière de contrôler les choses. Ça ne vous offre pas toujours une expérience fluide en ce qui concerne l'interface utilisateur. C'est vraiment un problème. Ça manque de fluidité à basse vitesse, notamment avec les moteurs électriques et tout ça, qu'il y avait une sorte de bégaiement et ainsi de suite. Donc clairement, une voiture avec des pour et des contre, un peu comme les anciens fleurons de l'industrie française, en fait, ou peut-être aussi avec les voitures britanniques. C'est aussi quelque chose qui rend les voitures intéressantes d'une certaine manière. Qu'en penses-tu? À propos de ce nouveau concept ici, ce n'est pas une voiture concept, mais tu sais, le concept global du véhicule. Je parle ici de la DS8. Laissez-moi vos impressions. Faites une comparaison directe avec la VW ID Sept, par exemple.